Le réchauffement de notre climat est une préoccupation grandissante et pour approfondir ce sujet, nous nous sommes installés au centre polaire du Haut-Jura, dans le village de Prémanon, près de la frontière suisse, pour accueillir un glaciologue qui est Dominique Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes glaciologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement de Grenoble. Ça sert à quoi la glaciologie? C'est quoi la glaciologie? Alors la glaciologie, c'est l'étude des glaces. Il y a un volet passionnant qui est l'aventure sur le terrain, dans les régions polaires ou sur les glaciers pour prendre des échantillons. C'est aussi faire un travail scientifique dans un laboratoire. Et l'idée quand même qui est derrière, c'est d'utiliser la glace comme un outil pour essayer de comprendre un certain nombre de choses de notre système Terre et en particulier sur le climat et l'environnement. Alors quels sont les outils justement? Alors l'outil essentiel, c'est ce qu'on appelle des carottes de glace. On fait des forages qui font quelques kilomètres au centre de l'Antarctique. On ramène des carottes qui font à peu près 10 cm de diamètre, c'est pas énorme. Et on analyse un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces carottes? On trouve des archives de l'atmosphère, des poussières qui se sont déposées à la surface, qui venaient des continents, qui venaient de l'océan, qui venaient même de l'extraterrestre. Et puis, on a des petites bulles d'air. Si vous regardez une carotte de glace, vous voyez les petites bulles d'air, c'est de l'atmosphère, c'est de l'air qui a été piégé. Il est piégé des centaines de milliers d'années. On remonte facilement actuellement jusqu'à 400 000 ans. On espère remonter plus loin dans le passé encore. Et en analysant donc ces bulles d'air, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, on en déduit quoi? Une fois qu'on a analysé nos carottes, on porte les résultats sur une courbe et je vais vous montrer par exemple cette courbe-là qui n'est pas une courbe uniquement résultant de la glace, qui est une courbe de température de l'histoire de la Terre depuis sa naissance, il y a à peu près 4,5 milliards d'années, pas de millions. Qui se situe donc à gauche de notre schéma. Absolument. Et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et on s'aperçoit que la température de la Terre, elle a varié de façon très importante au cours de son histoire, avec des variations qui sont beaucoup plus que de l'ordre du degré, c'est beaucoup plus de l'ordre de la dizaine de degrés, quand vous voyez des grandes variations de ce type-là. Si vous regardez cette ligne en pointillé, c'est la température aujourd'hui. On s'aperçoit que pratiquement l'histoire de la Terre, c'était à des températures différentes de la température d'aujourd'hui, avec des périodes de froid moins fréquentes que les périodes de chaud. Donc il y a en particulier cette période chaude située à peu près à l'époque juste avant la disparition des dinosaures, par exemple, il y a 65 millions d'années. Et ça veut dire que notre machine climatique, elle a été forcée, comme disaient les scientifiques, par quelque chose qui a fait varier la température. C'était quoi, oui, qui forçait? Alors, on peut penser à deux choses. On peut penser à des choses qui viennent de l'extérieur, et notre chauffage naturel, c'est le soleil. Or, le soleil, au cours de son histoire, depuis le début de la naissance de la Terre, sa luminosité a augmenté de 30%. Donc, c'est quelque chose qui, clairement, a dû forcer, de façon générale, notre température. Mais en même temps, la position de la Terre par rapport au Soleil, elle aussi a varié et on doit retrouver périodiquement ces variations et on les retrouve de façon cyclique dans la partie la plus récente marquée, disons les 2 derniers millions d'années, on retrouve ce forçage du Soleil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas uniquement le forçage externe, mais il y a aussi la Terre elle-même qui va être excitée d'une façon ou d'une autre par des choses qui se passent à l'intérieur de la Terre, par exemple la dérive des continents, qui vont avoir une influence sur la position des océans, sur la circulation des océans, qui va avoir une influence sur le climat. Aussi tout simplement le fait qu'il y a des glaces qui disparaissent, qu'il y a des végétations qui apparaissent, ça va jouer sur ce qu'on appelle l'albédo de la Terre, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est reflétée par la surface de la Terre et qui va soit refroidir, soit réchauffer notre atmosphère. Alors, tout ça fabrique effectivement le climat de la Terre. Prenons un schéma peut-être d'une période plus récente. On va prendre l'autre que nous avons préparé, qui sont donc les évolutions de température entre l'an 1000 et l'an 2000. Alors comment faut-il lire ce schéma-là ? Alors, si vous regardez la température sur les 1000 dernières années,
on s'aperçoit que entre 1000 et 1850, on avait des variations qui étaient forcées par des variations naturelles, activité du soleil ou des choses comme ça. Et puis, il y a vraiment quelque chose de très très marquant, c'est depuis 1850 cette augmentation très marquée de la température. Alors, on peut toujours se demander, bien sûr, après tout, est-ce que c'est unique ou est-ce que si on remonte pas un peu plus longtemps, on avait aussi des variations comme ça? Donc, qu'est-ce qui déclenche cette montée du graphique de façon spectaculaire? C'est justement l'enjeu majeur. Il se trouve que depuis 1850, l'homme a clairement modifié l'atmosphère. Ici, vous avez la composition en gaz carbonique de l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre, qui donc piège la chaleur réémise par la Terre et donc va réchauffer la Terre en surface. Et on s'aperçoit que depuis 1850, clairement, ces gaz à effet de serre ont augmenté dans l'atmosphère et très clairement aussi dû à l'action de l'homme, dû à l'activité humaine et aux émissions humaines de gaz à effet de serre. Donc, on est quasi persuadé, bien sûr, que l'essentiel de l'augmentation de température que je vous ai montré sur la courbe sur la droite est dû à l'action de l'homme et à la façon dont il a modifié en particulier l'atmosphère. C'est-à-dire, depuis le début de la révolution industrielle, l'utilisation des énergies fossiles. Alors, dans le charbon, hydrocarbures. Dans le cas du gaz carbonique, oui, du CO2, c'est effectivement ça. Alors, il y a d'autres gaz à effet de serre qui ont changé, qui sont dus à d'autres raisons, mais aussi liés à l'impact de l'homme. Par exemple, le méthane, c'est essentiellement dû à l'évolution du nombre de ruminants qui est parallèle à l'augmentation de la population. Ou au développement des rizières. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être liés à l'agriculture, qui peuvent être liés à l'activité industrielle, mais globalement à l'activité de l'homme. Et si on fait de la prospective par modèle, par déduction, qu'est-ce qu'on suppose pour, disons, 2000 à 2100 ? Après, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il peut y avoir des variations naturelles, et puis on sait qu'il y a l'action de l'homme, et un des problèmes, c'est comment l'homme va réguler son action. Alors, si vous essayez de faire un peu de prospective à partir de ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de modèles qui permettent de calculer ou de prévoir les variations de température, on s'aperçoit que 2100, donc, vos enfants, vos petits-enfants, verront la température augmenter, disons en gros entre, vous voyez, quasiment 2 degrés et 6 degrés, là, je simplifie. Hypothèse basse, c'est 2 degrés minimum. Ouais, 1,5, 2 degrés. Hypothèse haute, 6 degrés. Je vous rappelle quand même que 6 degrés, que 5 degrés par exemple, c'est ce que la nature fait en 10 000 ans. Quand on passe d'un régime glaciaire où le nord est englacé avec de grandes calottes à une époque comme l'époque actuelle. Et que ça met 10 000 ans pour la nature à faire ce passage. Et ici, là, on met 100 ans, 150 ans. L'homme, c'est 150 ans là-dessus. Je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que vous voyez, vous avez une grande fourchette. Là-dedans, il y a des incertitudes de calcul. Et puis, la moitié de la fourchette, c'est ce que l'homme peut faire lui-même en régulant. Donc, l'homme n'est pas complètement inerte dans cette affaire-là. Il a du pouvoir. De toute façon, les conséquences même de 2 degrés sont considérables. C'est donc véritablement à nous de changer les modèles de croissance, faire pression sur les modèles économiques, sur les élus. Oui, d'une part, et d'autre part, 2 degrés, c'est jouable. Je veux dire, probablement l'humanité est capable facilement, mais il y aura toujours des gagnants et des perdants. Si vous parlez en termes d'agriculture, ce qu'il faut voir, c'est que les perdants, ça va être dur. Moi, je pense en particulier à un continent comme l'Afrique, avec les problèmes d'aridité qui vraisemblablement vont aller croissant. On va avoir des déséquilibres. Les problèmes réels, ils vont être dans les équilibres entre les différents continents, entre le nord et le sud. C'est beaucoup plus à ce niveau-là, à mon avis, qu'on se posait les problèmes sérieux. De toute façon, c'est à nous d'agir. Merci en tout cas pour cet éclairage et de nous avoir montré ces schémas. Si vous voulez approfondir ces données qui n'ont été qu'évoquées, vous pouvez aller sur le site du laboratoire de glaciologie. Vous en trouverez l'adresse sur le site de Sous Descartes à Arte. Donc merci pour cet éclairage, Dominique Reynaud, et je vous dis à bientôt.